Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours de réseau. Nous allons continuer avec ces nouveaux chapitres intitulés le routage. Comme vous avez vu dans le chapitre précédent, nous avons introduit deux notions importantes. C'est la notion du VLSM et la notion du CIDR. Le VLSM et le CIDR, ce sont les deux notions qui ont été introduites pour résoudre le problème de IPv4. Ça veut dire le problème de gaspillage d'IPv4 parce que de plus en plus, le nombre de machines ne cesse d'augmenter et insuffisance du IPv4. Vers la fin de ce cours de réseau, nous allons introduire un nouveau chapitre intitulé IPv6 qui va aussi nous aider à comprendre comment IPv4 a été résolu. Donc, dans ce chapitre, nous allons parler du protocole de routage et essayer un peu de voir tous les termes qui tournent autour du routage. Lorsque vous parlez de routage, vous voyez bien l'équipement routeur. Et lorsqu'on parle du routeur, on comprend qu'on est en face au minimum de deux sous-réseaux différents. Ça veut dire, le premier sous-réseau, ça peut être notre réseau local, et le deuxième sous-réseau, ça peut être l'Internet. Ou bien, nous avons toujours un routeur, ça c'est un routeur qui est exposé sur Internet, mais qu'un routeur qui n'est pas exposé interconnecte plusieurs réseaux locaux au sein de notre entreprise. Ça peut être des réseaux locaux virtuels qu'on appelle de VLAN. Donc, le protocole de routage va nous aider. Supposons que nous sommes en train de configurer nos machines et deux machines se trouvant dans deux sous-réseaux différents n'arrivent pas à communiquer. Donc, parmi les étapes des diagnostics, vous devez aller regarder ce qui a été configuré dans votre protocole de routage. Par exemple, quel type de protocole de routage a été configuré? C'est un protocole qu'on appelle le statique ou un protocole dynamique. Et vous devez également regarder la table de routage. Est-ce qu'il y a une route qui mène vers votre réseau? Sinon, vous devez refaire la configuration basique de votre routeur en ce qui concerne la partie protocole de routage. Donc, parlant de ces chapitres, nous allons parcourir les fondamentaux, d'accord? Nous allons parler aussi des routages statiques dynamiques, la différence, la notion de convergence, les différents protocoles de routage, le routage à vecteur distance, à état des liens. Parlerons des systèmes autonomes avec le protocole qu'on appelle IGP à l'intérieur des systèmes autonomes et EGP qui vont relier deux systèmes autonomes. Et par la suite, nous verrons quelques configurations par défaut. Donc, la tâche d'un routeur consiste à acheminer de bout en bout les paquets. Ça veut dire que nous avons deux réseaux qui sont reliés au travers d'un routeur. L'information doit quitter le réseau 1 pour aller vers le réseau 2. Encore, pour que cela soit possible, il faut un routeur. Le switch ne permet que le machine appartenant au même sous-réseau de communiquer, le commutateur, mais ne permet pas de faire passer l'information d'un réseau A à un réseau B. Quand on a deux sous-réseaux différents, il nous faut forcément un équipement de niveau 3 qui va comprendre les adresses réseau pour facilement acheminer l'information. C'est pour cela qu'on a besoin d'un routeur. Et le routeur aussi nous permet d'acheminer au mieux, ça veut dire il fait le minimum qui lui est demandé. Grâce au routeur, on a ce qu'on appelle la fonction de routage, ça veut dire aller d'un sous-réseau A vers un sous-réseau B. Et on a aussi la fonction de commutation. Grâce à la table de routage, on peut détecter si l'information entre par une interface, par exemple Fast Ethernet 00, l'information doit sortir par une autre interface Fast Ethernet Serial ou par exemple 00. D'accord? Ça, c'est la commutation. Donc, les objectifs du protocole de routage, c'est déterminer le meilleur chemin pour la destination. Donc, lorsque vous allez arriver par exemple en licence, vous allez suivre un cours l'intelligence artificielle. Dans ces cours-là, il y a un chapitre qui est très important qui est la théorie des graphes. Et dans ces chapitres, on calcule le meilleur chemin pour atteindre une destination. D'accord? Donc, les algorithmes que nous apprenons en informatique, en intelligence artificielle, dans la théorie des graphes, ont été implémentés dans de différents aspects de la vie courante. Et un des aspects, c'est au niveau du routage informatique. Donc, le routage utilise un des algorithmes qui calcule le meilleur chemin, qu'on appelle des digistras, pour aller d'un sommet A vers un autre sommet de destination B. D'accord? Donc, on doit choisir le meilleur chemin. Pour ce faire, on utilise les informations qui seront collectées sur le tas de liens,
des informations comme la bande passante, et ces informations-là vont être regroupées quelque part, analysées, d'accord, et va générer ce qu'on appelle la table de routage correspondante qui va nous aider à chaque fois qu'on veut aller quelque part de consulter cette table de routage pour sortir. Et il y aura bien sûr plusieurs métriques qui seront utilisées telles que la distance administrative pour essayer en cas d'égalité de dire quelle est la meilleure route. Donc, la commutation, comme je l'ai dit, à la différence du routeur, permet de transférer les paquets d'une file d'attente d'entrée vers la file d'attente de sortie. Ça veut dire si vous avez votre routeur, le routeur a plusieurs ports qu'on appelle en termes techniques les interfaces, d'accord? Réseau. Ces interfaces réseau peuvent servir de port d'entrée lorsque l'information vient du réseau A et entre dans le routeur. Par exemple, il entre par Fast Ethernet 00 et cette information doit sortir du routeur et aller vers le réseau B et va sortir vers serial par exemple 00. D'accord? L'entrée et la sortie, le routeur doit définir comment je dois gérer l'entrée, comment je vais trouver la sortie. Donc ces mécanismes-là qui permet de gérer l'entrée et la sortie, ça s'appelle la commutation. Donc il y a plusieurs choses qui vont se passer durant la commutation. Il y a par exemple l'entête du niveau 2 qui est la couche MAC. L'entête de la couche liaison sera remplacée parce que ça s'arrête simplement au niveau local. D'accord? Donc le processus de transmission permettra de regarder les informations contenues dans le routeur, l'adresse IP et le masque des sous-réseaux pour dire est-ce que le paquet doit être acheminé, traverser le routeur ou le paquet doit rester dans le réseau local. Donc si on calcule la source et la destination, on compare les adresses réseau. Si les adresses réseau sur ces destinations sont égales, ça veut dire qu'on reste dans le sous-réseau, on ne va pas utiliser le routeur. Mais si ces adresses-là sont différentes, le routeur sera bel et bien utilisé. D'accord? Donc s'il y a la même adresse, donc le routeur ne va pas être sollicité, on reste dans le sous-réseau. Mais si les adresses sur ces destinations sont différentes, ça veut dire qu'on aura besoin de transférer via la passerelle. Donc ce qui se passe souvent dans les adresses, dans l'acheminement, donc les entêtes du paquet, la source c'est mon paquet IP1, la destination c'est la machine de destination, l'adresse MAC c'est l'adresse de la machine émettrice et l'adresse MAC c'est la machine de destination. Quand on est dans le même sous-réseau. Mais lorsqu'on n'est pas dans le même sous-réseau, à chaque fois qu'on traverse des routeurs, l'adresse MAC, l'adresse IP source et destination ne vont pas changer, mais les adresses MAC vont changer. Donc l'adresse MAC source, ça sera PC1, destination, ça sera R1. Quand ça sort de R1 pour aller vers R2, les adresses IP ne vont pas changer, toujours l'adresse IP de PC1 et de PC2, mais l'adresse MAC source, ça sera l'adresse MAC de l'interface de sortie R1 et l'adresse MAC de destination, ça sera l'interface qui va recevoir l'information au niveau de R2. D'accord? Donc c'est ça le principe. Lorsque j'envoie le paquet, je mets toujours IP source et IP destination qui est la machine 6. Mais au niveau du MAC, je veux le MAC de la première adresse et je mets le MAC de la deuxième adresse. Et ainsi de suite jusqu'à la destination. Une fois j'en ai, donc je peux conclure par là que c'est résolu. Donc, utiliser la table de routage est utilisée par la fonction de routage, c'est-à-dire contient les informations pour atteindre un réseau. Un réseau dont l'adresse réseau figure dans la table de routage est accessible. Un réseau dont l'entrée ne figure pas dans la table de routage, mais contient l'adresse par défaut, peut être accessible. Mais si on n'a pas l'adresse par défaut, on n'a pas l'entrée de l'adresse réseau en question dans la table de routage, le paquet ne sera pas routé. Donc, pour le routage, il y a deux grandes familles. Il y a la configuration qu'on appelle le routage statique et la configuration qu'on appelle le routage dynamique. Donc, quand on parle de protocole de routage, souvent on parle de routage dynamique. D'accord? Donc, nous ne sommes pas obligés d'utiliser le routage dynamique, mais utiliser le routage statique, c'est un peu pénible. Donc, à chaque changement, vous devez aller modifier, ajouter, jusqu'à ce que le réseau sera convergent et comprendre le réseau distant. D'accord, ça c'est un peu l'image de la table de routage. Comme je l'ai expliqué,
La première colonne, c'est les différents protocoles de routage qui nous ont aidés à découvrir la route. Quand vous voyez les C, c'est le statique qui a permis que c'est une connexion directe. On ne l'a pas découvert grâce à un protocole. Mais tout ce qui est différent de C et de S, ce sont les différents protocoles de routage utilisés pour la découverte des routes. Les S, ça veut dire la route statique. D'accord? On configure la route statique aussi manuellement. La route par défaut, c'est la route qui va nous mener vers l'Internet. Pour dire, si par exemple, je vais aller quelque part, je n'ai pas l'entrée de ce réseau parmi mes adresses réseau, donc la route par défaut sera utilisée. Donc dans la table de routage, vous avez plusieurs informations telles que l'adresse des destinations, l'interface des sorties. Par exemple ici, si je veux atteindre ces réseaux, je vais envoyer le paquet vers quelle interface de sortie? Serial 00. D'accord? Quand vous avez des adresses, vous avez la métrique qui est utilisée, le protocole c'est RIP. La valeur c'est le seul nombre de sociétés 3. D'accord? Vous avez certaines valeurs qui sont là. Donc il y a la métrique, il y a la distance administrative, le moyen qu'on a appris. Donc, le réseau de destination est indiqué dans la table de routage et l'interface de sortie également est indiquée dans la table de routage. Donc, si je vais atteindre un réseau, donc il y a deux possibilités. Si je suis dans le routeur A, je peux soit donner l'adresse du prochain nœud à atteindre, ça veut dire c'est cette adresse-là, d'accord? Ou je peux donner mon interface. Si je mets serial 00, ça veut dire que c'est l'interface du routeur en question. Quand je suis ici, si je mets serial 00, c'est le serial du routeur. Mais des fois, on peut ou ne pas mettre le serial 00, mais on peut mettre l'adresse ici. L'adresse, ça veut dire le prochain sur le routeur qui est connecté à moi, son interface en question, voici son adresse IP. D'accord? Donc, le prochain sur le next hop, donc la métrique, c'est la valeur qui est utilisée pour comparer deux routes. C'est comme la distance. Lorsque vous mesurez la longueur, par exemple, d'un terrain, vous utilisez le mètre, vous dites ça c'est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Dans le routeur, il y a plusieurs métriques. Chaque protocole a sa façon de mesurer la route. Grâce à la métrique, on pourra comparer deux routes pour dire quelle est la route qui est meilleure. D'accord? Laquelle de route est meilleure. D'accord? La métrique est très importante. Par exemple, il y a des protocoles qui vont utiliser le nombre de sauts. Il y a d'autres qui vont utiliser la bande passante. Il y a d'autres qui vont utiliser un calcul un peu hybride. Il y a un autre paramètre qui est très important parmi les protocoles de routage, c'est la priorité des protocoles de routage. C'est comme on a les opérateurs comme l'addition, la multiplication, la division. L'addition et la multiplication ne sont pas au même niveau de priorité. La multiplication est prioritaire à l'addition. Pareil pour le protocole de routage, ils ont ce qu'on appelle la distance administrative. Ça donne l'ordre de préférence entre le protocole de routage. Si j'ai deux chemins égaux, qui ont été découverts par deux protocoles de routage différents, quel est le protocole de routage qui sera mis en premier? C'est celui qui aura la plus petite distance administrative. D'accord? La plus petite distance administrative sera mise en premier. La plus grande sera déconsidérée. Donc, chaque protocole de routage a une lettre qui symbolise le protocole de routage. OK? Donc, dans la table de routage, vous avez aussi l'information sur le réseau candidat, ainsi de suite. Donc, comment fonctionne? Retenez un peu ces schémas, c'est très important. C'est le résumé de ce que fait la table de routage. Lorsqu'un paquet entre dans le routeur, la première des choses, la table de routage vérifie est-ce qu'il y a une entrée qui correspond à cette adresse. D'accord? Si oui, le paquet sera dirigé directement vers l'interface des sorties. S'il n'y a pas une adresse réseau qui correspond à cette adresse, on va regarder est-ce qu'il y a l'adresse par défaut. Si l'adresse par défaut existe, on va envoyer ces paquets dans l'interface qui est associée à l'adresse par défaut. Mais si l'adresse par défaut n'existe pas et que l'adresse du réseau aussi pour ces paquets n'existe pas, le paquet sera détruit et on enverra un message à l'émetteur que le network est inaccessible. D'accord? Donc ça c'est un peu le principe de la table de routage. Vous avez plusieurs informations. Maintenant, le routeur permet d'atteindre le réseau distant. Comment on découvre les différents réseaux? En utilisant des approches. Soit on utilise l'approche statique où on configure tout manuellement, ou bien on utilise l'approche dynamique
où on fait juste les connexions directes et on laisse l'autonomie au protocole d'héritage de communiquer avec d'autres protocoles, d'autres routeurs, échanger leur table de routage et ainsi agrandir. C'est une façon de dire l'apprentissage, d'accord? L'apprentissage automatique où le routeur va découvrir les autres routes en échangeant les informations avec les autres routeurs. Ça veut dire, moi j'ai un carnet d'adresses qui contient 5 personnes, toi tu as un carnet d'adresses qui contient 2 personnes, moi je te balance mes informations, toi demain tu me balances ce que tu as comme information, et ça fait 5 plus 3 ou 5 plus 2, quel que soit le nombre qu'on aura, ça dira une valeur supérieure par exemple à 7, d'accord? Et on va progresser au fur et à mesure. S'il y a un problème dans le réseau, tu me notifies qu'il y a un problème avec tel réseau, je les retire, tu les retires, on converge notre réseau, on a une stabilité et on passe à l'étape suivante. Ainsi de suite, c'est comme ça que fonctionne les. Donc, le routage statique, c'est le remplissage manuel, vous faites ça étape par étape manuellement, mais lorsque vous faites les dynamiques, vous faites appel au protocole de routage pour découvrir les routes. L'avantage d'avoir un protocole statique, c'est qu'aucune surcharge en bande passante, c'est-à-dire on fournit uniquement les informations entrées par l'administrateur, et comme inconvénient, c'est quand il y a un changement au niveau du réseau, vous devez également changer tout ce qui a été configuré. Comparé au côté dynamique, l'avantage c'est le changement, l'adaptation à la topologie. Quand il y a une nouvelle route qui est entrée, vous pouvez apprendre ça directement, ou il y a une route qui est tombée en panne, il y a un certain nombre de messages qui seront échangés pour stabiliser les réseaux. Mais le seul inconvénient qui est la tendance à révéler toutes les informations. Pourquoi? En échangeant avec les autres routeurs, vous exposez aussi votre réseau. D'accord? C'est pour cela qu'il y a des méthodes où on utilise un certain nombre de sécurité, de cryptage. Donc l'utilisation aussi de la bande passante par les mises à jour, le fait qu'il y aura non seulement les données qui vont dans le réseau, mais il y a aussi les informations au niveau configuration, échange d'informations de mise à jour, donc ce qui fait que la bande passante sera consommée. Donc le protocole de routage dynamique, il y a deux fonctions de base. Il y a la gestion de la table de routage, ça c'est très important parce qu'il faut créer la table de routage et mettre la table de routage à jour. Il y a aussi la distribution des informations aux autres routeurs. Donc c'est ce que fait le routeur au niveau du protocole de dynamique. Il va générer la table de routage. Donc tout dépend du protocole que vous utilisez. Certains protocoles générés, ça sera à une seule étape. D'autres, ça sera à 2 ou 3 étapes. D'accord? Donc le protocole de routage dynamique sont basés sur ce qu'on appelle le routage dynamique est basé sur le protocole de routage. Maintenant, dans le protocole de routage, on a deux grandes familles. D'accord? Comme dans le routage, on avait des grandes familles, le routage statique et dynamique. De même, dans le routage dynamique, on a deux grandes familles de protocoles. Les protocoles qui sont appelés protocoles de vecteur distance et des protocoles état des liens. D'accord? Donc, le protocole vecteur distance, vous avez par exemple le protocole RIP, les protocoles IGRP, d'accord? Ce sont les protocoles vecteur distance, RIP, NG avec l'IPv6 ou IGRP. Mais les protocoles à état des liens, vous avez par exemple l'OSPF, que ce soit la version 2 ou 3, ASAS aussi, c'est un protocole à état des liens, d'accord? Les protocoles à état des liens qui sont à l'intérieur d'un système autonome, on appelle ça les IGP, mais les protocoles autonomes qui permettent d'interconnecter deux systèmes autonomes différents, ça s'appelle le EGP. D'accord? Et l'un des protocoles le plus connu, c'est le protocole BGP. D'accord? Donc, le vecteur distance sont des protocoles qui sont basés sur les informations collectées sur le voisin. On crée d'abord une table de topologie pour connaître qui sont mes voisins. Et à partir de ces voisins, on va commencer à échanger les tables de routage qui va nous aider à agrandir notre table de routage. D'accord? Par exemple, moi je connais tel réseau. D'accord? Je connais par exemple, voisin dit je connais X. Il envoie à local l'information qu'il connaît X. Donc, local va ajouter comme moi et le voisin, on a une distance de Y, c'est un saut.
plus le x que je viens d'apprendre. Donc, je connais un nouveau réseau avec la distance x plus x. C'est-à-dire toutes les informations venant du voisin, l'aire métrique seront, on va ajouter à l'aire métrique la valeur du y qui représente le nombre de sauts entre local et voisin. Donc, le protocole vecteur distance envoie périodiquement des mises à jour, d'accord, contiennent la table de routage des voisins, donc on échange directement la table de routage, et c'est souvent envoyé en broadcast, en mode diffusion, excepté pour RIP version 2 et l'IGRP où on envoie ça en multicast. Donc, le meilleur chemin, pour calculer le meilleur chemin, on utilise l'algorithme de Bellman-Ford. Ça nous permet de calculer le nombre de sauts pour aller d'un point à un autre, d'accord? Il suffit juste de compter le nombre de routeurs. Entre l'émetteur et le destinataire, il y a 3 routeurs au milieu. Donc, je vais compter le nombre de sauts. Je vais dire, voilà, il y a 3 sauts entre moi et toi. Il y a 2 sauts pour atteindre le réseau de destination. Donc, parmi les protocoles, on a RIP, mais la version 1, on a l'IGRP, on a les IGRP. Ce sont les protocoles qu'on appelle vecteurs distance. Maintenant, le protocole à état des liens, à la différence des distances, on n'utilise pas les nombres de sauts, on utilise une autre métrique. Ce n'est plus l'algorithme de Bellman-Ford qui est utilisé, mais c'est l'algorithme de Dijkstra. D'accord? C'est calculer le plus court chemin entre deux nœuds. Donc, parmi ces protocoles, il y a l'OSPF, ASAS, sont les deux protocoles qui sont utilisés. Et la première notion à comprendre, c'est la notion de système autonome. On parle d'un système autonome pour dire l'ensemble de machines, de routeurs qui régit par la même administration. Par exemple, le réseau de Vodacom va constituer le système autonome de Vodafone, de Vodacom, de RTL, ainsi de suite, d'Orange. Donc, on aura des systèmes autonomes par rapport à chaque opérateur. À l'intérieur de l'opérateur, maintenant, il peut créer son système, des systèmes privés. D'accord? Il y a d'abord public pour officiellement avoir un identifiant pour localiser les réseaux. Mais en interne, on peut créer des privés. Vous-même, vous pouvez facilement regrouper vos routeurs. Regrouper aussi, ça limite la charge au niveau de la table de routage. Donc, on peut avoir des adresses publiques comme privées. Public, c'est ce qui est connu mondialement. Donc, ça identifie l'opérateur, mais privé, c'est au niveau local, c'est l'opérateur qui l'attribue. Donc, les valeurs publiques varient de 0 à 64 511, mais privé, ça varie entre 64 512 jusqu'à 65 535. Donc, si je donne une valeur entre ces deux nombres, ça veut dire que c'est une adresse qui est privée. Publique, on doit l'acheter à avoir l'autorisation. On ne s'attribue pas cette valeur comme ça. Donc, quand j'ai le premier système autonome, à l'intérieur, il y a l'IGRP, le protocole, par exemple, OSPF et IGRP RIP. Donc, de même aussi, le deuxième système, les protocoles intérieurs vont être exécutés. Mais pour que les deux systèmes soient reliés, il faut un protocole EGP comme le BGP. Donc, vous avez la liste de ces différents protocoles. Donc, lorsque vous faites la configuration par défaut configure le routage IP entre les réseaux directement connectés. D'accord? Il y a la commande, par exemple, IP routine, c'est pour dire que je vais activer la configuration du protocole de routage. Et IP classless, je vais désactiver le routage classless. Qu'est-ce qu'on peut configurer dans un routeur? On peut configurer la route par défaut, qui est la route statique. D'accord? Par exemple, je peux dire, je ne veux pas que ces réseaux-là soient connus dynamiquement. Je veux que ça soit connu de manière, par exemple, le réseau de destination qui est ici, de manière statique. Je vais dire, si quelqu'un va aller voir ces réseaux, voici le chemin de sortie, c'est Fast Ethernet 01. Ça veut dire que nous allons envoyer ces paquets vers ces routeurs et c'est à ces routeurs de décider. D'accord? J'ai dit par exemple, si ces réseaux c'est 140, 230, 47.0 et voici son masque, je vais configurer ce routeur pour dire tu vas utiliser la sortie Fast Ethernet 01. D'accord? On configure la route par défaut. Donc là, des routes statiques, ça peut être des routes par défaut ou des routes statiques flottantes. D'accord? Routes par défaut, c'est des routes qui ont le masque 0000. Ça veut dire pour tous les paquets dont on ne connaît pas la destination, voici la sortie officielle. On appelle ça passerelle par défaut. Donc comment on fait route 000, le masque 000 et le nom de l'interface.
D'accord? On peut aussi avoir des routes statiques flottantes, ça veut dire des routes statiques moins préférables qu'une entrée dynamique, route alternative à une entrée dynamique. D'accord? Si le protocole de routage me donne déjà une route, je peux dire voilà la route alternative. Au cas où telle route tombe en panne, c'est cette route alternative qui sera utilisée. D'accord? On peut créer avec IP route des routes alternatives. Donc, quand on exécute la commande show IP protocol, ça nous donne un peu l'information générale, quel est le protocole de routage qu'on a utilisé et quelles sont les différentes valeurs des interfaces. Donc, chez show IP route, c'est la commande qui permet d'afficher la table de routage. Si vous voulez avoir les informations de la table de routage, c'est show IP route. Maintenant, nous allons partager quelques éléments très importants qui font que le protocole de routage ou le réseau rencontre beaucoup de problèmes, d'accord, tels que le boucle de routage, le métrique de mesure infinie, les splits horizon, route poisonnée, le mise à jour déclenché, tout ça. En fait, dans le réseau local, surtout dans le protocole à vecteur distance, il n'y a pas possibilité souvent de détecter qu'il y a une boucle. Les paquets peuvent infiniment tourner dans le réseau. D'accord? Il faut mettre en place des mécanismes pour dire lorsque ces paquets tournent indéfiniment dans le réseau, on peut l'arrêter. D'accord? On peut arrêter ce paquet et passer à autre chose. Pour cela, il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes pour empêcher une boucle. D'accord? Une boucle va faire en sorte que le paquet va circuler à l'infini dans le réseau sans sortir et ça va saturer les réseaux inutilement s'ils sont en grand nombre. La première notion, c'est la convergence qui n'a rien à voir avec les réseaux. Lorsqu'il y a changement au niveau de bas de table de routage, il nous faut un certain temps pour que tout le routeur puisse avoir la même configuration. D'accord? Que les tables de routage soient mises à jour. Ces délais-là est très important. D'accord? Parce que si ces délais, ça prend beaucoup de temps pour que le routeur puisse avoir une même vue du réseau, ça ferait que beaucoup de paquets seront perdus. D'accord? Donc, temps après une modification topologique pour une nouvelle convergence. Donc, il faut le réduire pour empêcher à ce qu'il n'y ait pas d'incohérence. Ça veut dire que le paquet, certains paquets ne soient pas perdus. La première méthode pour empêcher qu'il y ait des boucles dans le réseau, donc on doit faire en sorte que le temps de convergence ne soit pas trop grand. Parce que si vous mettez un temps de convergence trop grand, ça veut dire qu'il y aura des paquets qui vont profiter pour saturer les réseaux. Comment on peut bloquer ces paquets? Il y a la méthode par exemple métrique de mesure infinie, split horizon, route poisoning, c'est-à-dire on va empoisonner la route, mise à jour déclenchée ou bien les compteurs de retenue. D'accord? On va aller un par un pour voir comment ça fonctionne. Route de mesure infinie, c'est quoi? L'idée derrière est simple. On fait le nombre de sauts, ça veut dire que je passe d'un routeur à un autre. J'attribue à chaque paquet le nombre de sauts maximal qu'on ne doit pas dépasser, par exemple 15. Si je dépasse 15 routeurs, on va mettre la valeur de ces paquets à 16. Le time to live. On va mettre la mesure à 16. Une mesure à 16 veut dire que ces paquets-là ne doivent pas être considérés. D'accord? Il y a aussi une autre mécanisme qui est le TTL où on va diminuer la valeur. Si on atteint 0 et que le paquet n'arrive pas à destination, le paquet soit détruit. D'accord? Empoisonner une route, ça veut dire donner une valeur supérieure à 15 pour que le routeur, en voyant que voilà, j'ai reçu une nouvelle route, mais sa métrique est de 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas utiliser la route. Il y a l'autre méthode de split horizon. Le principe de split horizon, c'est simple. Lorsqu'un paquet sort d'une interface, par exemple Fast Ethernet 00, le paquet ne doit pas retourner par la même interface. D'accord? Si on sort d'une interface A, on doit entrer par une interface B. On ne doit plus revenir sur la même interface A. Sinon, on risque de tourner en rond. D'accord? L'idée de split horizon, c'est de boucher les interfaces pour dire si on sort d'une interface, on ne revient pas vers la même interface. D'accord? Lorsque vous regardez par exemple ici, si on n'a pas la notion de split horizon, donc le paquet sont envoyés au fur et à mesure,
et ça revient vers les interfaces des destinations. Mais si on met les split horizons, les paquets ne vont pas sortir et revenir. Par exemple ici, j'ai envoyé et je reçois le même paquet. J'ai envoyé, je reçois le même. J'ai envoyé, je reçois le même. Non. Le même paquet qui sort par ici ne doit pas revenir. Si ça revient, c'est-à-dire que c'est un autre paquet. Si c'est le même paquet, ça sera détruit. Route poisoning, c'est aussi lorsqu'un réseau devient inaccessible, on peut augmenter l'expiration du compteur d'invalidité pour dire que cette route n'est plus utilisée. D'accord? Donc, on va augmenter sa valeur et dire qu'il n'est plus utilisé. Mise à jour déclenchée parce que à chaque fois qu'on envoie un paquet, on met en place un certain temps qui va calculer si le paquet arrive ou pas. D'accord? Dépasser ces délais, on sait que le paquet a été perdu. Maintenant, lorsqu'il y a un changement, on doit automatiquement notifier tout le routeur qu'il y a eu un changement. D'accord? Et il y a un intervalle normalement qui est défini pour dire que à chaque 30 secondes, il faut envoyer des paquets de mise à jour. Mais s'il y a un changement, vous ne devez pas attendre la mise à jour pour que vous envoie la notification à tout le monde. Dès qu'il y a la mise à jour, informez directement tout le monde du changement. Le contrôle de retenue aussi, c'est éviter le changement fréquent de votre table de routage. C'est-à-dire, on va mettre un certain compteur. On dit par exemple 60 millisecondes. En dessous de ces valeurs, je ne veux pas mettre à jour. Si les 60 arrivent à expirer, je vais mettre à jour ma table de routage. Donc, on évite d'échanger les entrées à tout moment. Sinon, à chaque moment, on va réécrire la table de routage et ça va créer une instabilité. D'accord? Donc, on aura plusieurs méthodes où on va autoriser ou refuser. Donc, j'aimerais bien m'arrêter sur le 5 points et dans la prochaine séance, je vais introduire le protocole RIP. Par la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons développer le protocole RIP et IGRP, le protocole OSPF et on va passer au TP pour clôturer. Mais je pense que jusqu'à présent, ce que vous devez faire, c'est revenir sur ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, les 5 méthodes utilisées pour éviter des boucles dans le réseau. D'accord? On utilise les 5 approches et essayer de comprendre ces 5 approches. C'est quoi la convergence? Comment je fais pour visualiser la table de routage avec Show IP Route? Comment je visualise le protocole de routage qui a été configuré avec Show IP Protocol? Donc, je vous souhaite bon courage et on se dit à bientôt pour la continuité de notre cours.